Hello! Coucou. Est-ce que vous allez bien? Maintenant, vous arrêtez de suivre la vidéo et vous écrivez en commentaire si vous allez bien. Exactement. Nouvel épisode. Ouais. Un peu fait sur le tas. Ouais, fait sur le tas. Vous savez, ces épisodes en fin de mois qu'on vous poste à chaque fois un peu artistique, disons. Enfin, c'est un de ces épisodes-là. Pas trop de notes. On s'est pas foulé la cheville. Voilà, exactement. Nos chevilles vont très bien. Petit épisode qui fait écho un petit peu à une actualité brûlante dans la mode. Ah bon? Laquelle? Une actualité très récente, en plein milieu de la Fashion Week de Paris, qui n'est autre que l'arrivée de Shein au 6e étage du BHV et dans plusieurs galeries Lafayette en France. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un épisode sur les scandales de la mode, puisque c'est véritablement un scandale que de voir cette marque catastrophique. Je sais même pas comment la qualifier. En fait, on n'a pas de mots. On a été dépassé par les événements. En fait, je crois qu'on s'y attendait pas du tout. mais tu sais qu'on s'y attend même pas. T'as tellement pas conscience que c'est la réalité que genre t'as l'impression que c'est pas vrai. En même temps, en ce moment, je pense que vous le savez tous, c'est pas folichon. Et alors, en plus de ça, on me rajoute des éléments comme ça. Des éléments perturbateurs, véritablement. Hein. Puis on me rajoute aussi des CEO qui nous sortent, mais des inepties. Bien évidemment que Shein a une responsabilité énorme là-dedans. Mais les autres qui rachètent et qui refoutent les machins et tout, vous aussi, vous avez des grosses responsabilités. Mais ce qu'en plus, ça intervient juste après ces lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale sur l'ultra fast fashion et tout. Dis bien. Et je me dis, mais genre, qui fout quoi? Genre, qui fout quoi? Véritablement, on est dépassé par cette nouvelle. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un épisode sur plusieurs scandales mode qu'il y a eu pour déverser toute notre rage. On sera moins enragé Shein quand même, mais Par ailleurs, j'en profite à nouveau pour vous recommander d'aller voir le reportage sur Shein sur France TV / qui a été fait par Claire Latour. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Ça permettra de comprendre aussi pourquoi c'est problématique que Shein arrive dans ces gros magasins, dans ces gros pôles de passage. On va voir comment ça va se mettre en place. De toute façon, ça n'apportera rien de bon, hein. On va pas se le cacher, mais on va voir l'impact que ça va avoir. Voilà, petite introduction terminée, je pense. N'hésitez pas à donner votre avis sur Shein qui arrive au BHV, au Galeries Lafayette. N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire. J'espère qu'ils seront négatifs, évidemment. Oui, parce que s'ils sont positifs... là, c'est que vous n'avez pas regardé nos vidéos, donc on vous conseillera d'aller regarder notre vidéo sur le greenwashing. Puis on écoute tous les débats, mais il y en a certains où on n'a pas envie. Voilà, je vous propose qu'on commence immédiatement dans le vif du sujet. Dans ces scandales, je vais commencer un petit peu chronologiquement et je vais bien évidemment parler de ce grand scandale qu'est Coco Chanel. Si vous ne le saviez pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, la créatrice de mode Coco Chanel, ou Gabrielle Chanel de son vrai prénom, s'est retrouvée au cœur d'une grosse polémique, bien fait pour elle, qui a énormément entaché son image et notamment l'image de sa marque. Beaucoup de recherches historiques, notamment celle du journaliste états-unien Al Vaughan dans son livre Sleeping with the Enemy. Chanel aurait été recrutée dès 1940 comme agent secret pour le compte de, je ne sais pas dire, attention, Lobware, les services secrets du renseignement allemand, quoi. Et elle opérait sous le nom de code Westminster, qui est inspiré du duc de Westminster, qui est un ami proche et un peu un de ses amants. Tout ça, ça s'inscrit dans un contexte d'un Paris occupé par l'armée nazie-allemande, où la haute couture doit composer avec un environnement marqué par les restrictions, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, la présence des haines et une économie en crise. Chanel avait d'ailleurs fermé sa maison dès 1939, mais avait conservé l'exploitation de ses parfums, notamment le célèbre numéro 5. Le contrôle de cette marque était alors détenue par la famille juive, Wertheimer, je suis désolée, je suis très nul en prononciation, qui s'était réfugiée à ce moment-là aux États-Unis pour échapper justement aux persécutions de ses envahisseurs. Et Chanel, la marque n'aurait jamais vu le jour sans cette famille, évidemment, a tenté à ce moment-là de faire valoir ses droits sur la propriété de la maison, et notamment des parfums, écrivant une lettre en mai 1941 dans laquelle elle rejetait la propriété des Wertheimer au motif qu'elle était détenue par des juifs en exil, ce qui dans les cadres des lois antisémites du Troisième Reich constituait évidemment une base solide pour essayer de récupérer ses parts. En fait, elle a juste foutu les lois ariennes, elle a dit je les utilise, quoi. Elle a littéralement profité de lois antisémites, discriminantes, extrêmement problématiques pour tenter de s'accaparer tout le pouvoir et toute la richesse de sa marque. Voilà. Parallèlement, elle a entretenu une liaison voluptueuse avec le baron Hans Günther von Dicklench, qui était un espion allemand des services secrets
secret, qui l'a introduite dans les milieux d'Asie et lui a même permis de vivre dans cette fameuse suite au Ritz, alors même que c'était devenu le quartier général des officiers nazis à Paris. Je sais pas si vous vous rendez compte jusque-là de l'histoire, hein. La meuf, elle a une maison et donc un travail grâce à des juifs. Elle s'associe avec des nazis pour tenter de récupérer sa maison. Elle espionne la France et notamment les résistants pour donner des informations aux nazis. Pourquoi est-ce qu'elle est encore autant célébrée? Et par ailleurs, il est documenté qu'elle était notée sur la liste noire des résistants français et qu'à la Libération, elle a été brièvement arrêtée pour collaboration, mais elle a été malheureusement rapidement relâchée grâce à l'intervention de Winston Churchill. Quel connard. Voilà, c'est globalement, j'ai fait un ramassé du scandale. Que je trouve scandaleux, c'est à la fois son comportement au niveau de l'histoire, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la famille qui l'a financée. Et ce qui me scandalise, c'est qu'elle soit autant encore célébrée, que sa marque existe encore. Ouais, c'est de l'argent sale. Hein. Cette maison aurait dû être fermée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toujours les mêmes qui nous revendiquent la résistance française et ils vont acheter du Chanel et du compagnie. Moi, je vais sur quelque chose de plus cute. C'est un scandale, mais pas vraiment. Le scandale raciste de Dolce & Gabbana. Novembre 2018, Dolce & Gabbana publie plusieurs vidéos du coup promotionnelles pour leur nouvelle campagne dans le cadre d'un grand show prévu à Shanghai qui est intitulé The Great Show. Et parmi les vidéos, on a mangé avec des baguettes en français, montrant une femme d'origine asiatique essayant de manger une pizza, pas de bolo, avec une voix off qui donne des sortes d'instructions. Il y avait une mise en scène très condescendante et caricaturée. Et forcément, ça a été une très grosse polémique, notamment au début en Chine. C'est littéralement des préjugés ultra racistes. Ouais, c'est des stéréotypes extrêmement racistes. La Chine a estimé que la vidéo ridiculisait en fait les gestes culturels et imposait surtout une culture culinaire occidentale. Et puis vous doutez bien que plus grave encore que de simples petites vidéos, en novembre de la même année, il y a eu des captures d'écran qui ont dévoilé des screens de Stefano qui qualifie la Chine de pays de merde en employant des emojis insultants dans un contexte de colère suite aux critiques de la vidéo. Après tout ça, il y a eu une crise diplomatique, ce qui a forcément eu pour conséquence entre guillemets que le show ne soit pas organisé, il n'a pas été présenté. La rupture avec le public, il y a vraiment beaucoup de distributeurs chinois et asiatiques qui ont arrêté de vendre du Dolce & Gabbana. Il y a eu un boycott massif. Ils ont perdu d'un point de vue économique toute une partie de leurs fonds, puisque en Chine ils prenaient énormément de Dolce & Gabbana, il y avait beaucoup de distributeurs, et ben il y en a plus. Et bien évidemment, on a une réaction des dirigeants de Dolce & Gabbana qui a été assez tardive, superflue. Ils ont avancé l'idée que les propos qui sont sortis, c'est parce que leur compte avait été piraté et que les propos qui avaient été tenus ne reflétaient absolument pas leur position. Donc des excuses ont été entre guillemets faites et qui n'a absolument pas été bien vu, même s'il y en a beaucoup qui l'ont oublié aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que d'un point de vue aussi marketing, ce bad buzz il est utilisé aujourd'hui dans les cours de marketing comme étant le truc à ne jamais faire. Ça paraît logique. La mode elle peut pas se nourrir de stéréotypes racistes comme de stéréotypes sexistes. Enfin bon voilà. Je vais enchaîner. Calvin Klein et notamment les pubs avec Brooke Shields. Donc en 1980, n'hésitez pas à chaque fois à nous donner vos avis. Vos avis, oui. Donc en 1980, Calvin Klein lance une campagne publicitaire pour ses jeans avec Brooke Shields. Elle a à peine 15 ans à ce moment-là. Cette campagne devient rapidement l'une des plus controversées de l'histoire de la mode et de la publicité. C'est notamment le slogan qui déclenche la polémique. Vous voulez savoir ce qui se met entre mes Calvin et moi? Rien. Cette phrase prononcée dans un spot télévisé ainsi que dans des publicités imprimées porte une énorme connotation sexuelle, amplifiée par l'âge très jeune de Brooke Shields ainsi que la posture. Sur les photos, la mannequin pose de manière suggestive avec un pantalon taille basse et un regard provoquant. Cette campagne a choqué une grande partie du public et notamment des médias états-uniens, qui dénoncent une sexualisation excessive d'une adolescente mineure et ça a véritablement entraîné une vague d'indignation. Plusieurs chaînes de télé ont refusé de diffuser le spot. On a des associations conservatrices comme The Family Research Council ont appelé au boycott de la marque et la controverse a pris une telle ampleur que même des personnalités politiques, dont Bill Clinton qui était le président à ce moment-là, a exprimé son désaccord, estimant que la campagne exploitait la jeunesse du mannequin pour vendre ses produits. Et a posteriori, Brooke Shields a elle-même dans des interviews évoqué le fait qu'elle était assez jeune et un peu naïve, qu'elle n'avait pas compris le double sens sexuel de la publicité et elle raconte qu'elle a subi une pression intense et des questions très intrusives lors des interviews qui ont suivi justement la diffusion de ce torchon. Cette publicité elle est un peu emblématique d'une époque où Calvin Klein s'est constitué comme une
marque extrêmement provocatrice, malgré que ça soit horrible comme pratique, ça a énormément boosté la marque, puisque on ne faisait que parler d'elle. C'est des stratégies qui étaient énormément présentes avant le bad buzz, comme buzz malgré tout. Et cette série a marqué le début des campagnes extrêmement sensualisées, sexualisées de la marque, puisqu'elle n'a jamais en vérité arrêté de jouer sur connotation. C'est une marque qui a beaucoup surfé sur le corps comme objet. Toujours le débat compliqué autour des marques de lingerie. Déjà, on prend pas des mineurs. Et oui, ça déjà. Super. On pas à la mode. Et moi, je veux aussi vous parler de mineurs. Jamais trop jeune dans la mode. Moi, je vais vous parler du scandale. Je pense que tout le monde connaît le scandale Balenciaga avec leur pub SM. Donc, c'était la campagne Balenciaga Gifts Holidays Campaign, dans laquelle on y voit des enfants tenir un ours en peluche peu plus stylé que les autres, c'est-à-dire qu'il était en tenue BDSM. C'est pas très délicat. Certaines photos, on peut y apercevoir des documents dans lesquels il y a des affaires assez sensibles qui sont visibles, notamment avec la United States v. Williams, qui est une grosse affaire de viol aux États-Unis, qui se retrouve dans les journaux de la campagne avec les enfants. Très rapidement, ces images ont quand même été supprimées, tous les canaux présents, et Demna a déclaré qu'ils ont fait une mauvaise décision artistique. Il y a quand même une question de pourquoi est-ce que ça choque, pourquoi est-ce que les gens ont eu ce genre de réaction. C'est vrai qu'on a une ligne très fine entre la provocation et le tabou, parce que c'est vrai que utiliser du BDSM associé avec des enfants, c'est pas la meilleure idée du monde. Symboliquement, on touche quand même à des préoccupations qui sont quand même graves. Protection de l'enfance, du mineur, la sexualisation des mineurs, et du coup ce genre de visuel a forcément été très sensible aux yeux du public en fait. Ouais. Alors il y a aussi une absence de contexte, c'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a certains défenseurs qui vont voir la provocation comme étant quelque chose d'artistique ou d'un statement, mais beaucoup estiment que le message n'est absolument pas clair, qu'il était flou, voire responsable, et que c'est la maison qui doit donner les indications. Exactement, pour comprendre le message qui est censé être passé. Parce qu'en fait, il y a eu des attaques après, forcément justice, où il y a dû avoir des explications. Il y a eu une intention de procès contre la production et les metteurs en scène du shooting, mais pas contre la maison. Balenciaga, c'est entre guillemets dédouané. C'est aussi ça qui a remué le couteau dans la plaie. Balenciaga a annoncé quand même avoir renforcé du coup ses validations internes. Voilà, pour ce gros scandale quand même. C'est marrant parce que moi je vais aussi enchaîner sur des scandales artistiques, si je puis me permettre. Je vais bien évidemment parler de Galliano en janvier 2000, qui présente sa collection haute couture pour la maison Dior, intitulée Clochard, également surnommée Hobo Chic, et cette collection provoque immédiatement une onde de choc dans le monde de la mode. À première vue, Galliano habille la misère, je cite, des tissus déchirés, des couches superposées, des coutures apparentes, des imprimés imitant des papiers journaux, des accessoires lourds comme des chaînes ou des menottes. Le tout qui donne une impression d'usure, de vêtements récupérés, comme une esthétique du pauvre, déstructuré et punk. Certains mannequins sont notamment maquillés avec des bleus, comme marqués par la vie rude. Et sur le podium, que ce soit les gens présents ou les gens qui ont vu, cette vision choque. Certains ont crié à la banalisation ou au mépris des sans-abri. Et on a eu des manifestations qui se sont organisées en réaction à ce qu'ils percevaient comme une exploitation du spectacle de la pauvreté. Mais, et si jamais ça vous intéresse le sujet, vous pouvez lire Du Héroix de Dana Thomas. Au-delà de tout ça, la collection est plus qu'un simple effet de style, puisque John Galliano s'inscrit véritablement dans la réflexion artistique. Il s'inspire d'un pan de la culture historique, les rag balls, c'est-à-dire les bals aristocratiques et bourgeois dans lesquels il se déguisait en mendiant, et d'images de la photographie, notamment de Diane Arbus, qui immortalise justement la marginalité avec une humanité particulière. Et donc, il s'agissait pour lui, à ce moment-là, de bouleverser les codes traditionnels de la haute couture, qui sont souvent figés dans des représentations idéalisées et conventionnelles. Il explique d'ailleurs dans le livre, Dana Thomas, elle a fait une interview avec lui, où il raconte que ce défilé lui a été inspiré en allant courir sur les quais de la Seine et en se rendant compte que les gens passaient toujours devant ces personnes marginales et ne les voyaient pas, ne s'intéressaient pas à eux, comme s'ils étaient effacés complètement de l'espace urbain. Et Galliano explore à travers ce défilé l'idée que la beauté peut naître d'une
une rupture et ses créations incarnent justement une tension entre luxe et déchéance et c'est un jeu subtil entre une élégance qui est confectionnée et une apparence extrêmement négligée. Et derrière cette vitrine de la haute couture, il met en scène le théâtre social où la pauvreté existe. Elle est narrée ici dans la création esthétique et cette collection questionne aussi la perception des classes sociales à travers le vêtement et la capacité de la mode à transmettre les réalités des identités multiples. C'est ce que Galliano a tenté de faire en mêlant son savoir-faire. Il a tenté de bousculer la notion même qui était désirable et respectable dans la mode. Je pense que ce qui a posé problème, c'est pas tant que ce défilé existe, mais c'est qu'il existe chez Dior. Parce que en fait, quand on regarde toutes les caractéristiques du défilé, Margiela avait les mêmes caractéristiques. Mais on sait que les médias avaient une volonté aussi, quelque part, de descendre Dior parce que c'était Galliano. Je pense que les gens n'ont pas du tout... C'est aussi un des problèmes de Galliano, c'est qu'il est très très fou. Quand il fait des choses, souvent les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Et je pense que ce défilé fait partie du truc. Il n'avait pas pour volonté singer personne sans abri. Au contraire, il voulait mettre en avant ces gens dont on ne parle jamais. Il voyait en eux une force face à la vie. Là où lui, il l'explique, il n'aurait sans doute jamais eu le courage et la force de continuer à exister. C'était une volonté de rappeler justement les marges sur le devant de la scène et remettre aussi face aux gens les conséquences de tous les systèmes. Peut-être que ça a été mal fait. Puis il y a les intentions aussi des critiques de l'époque qui n'étaient pas forcément bonnes envers lui, qui ont aussi augmenté de ouf ce qui s'est passé et qui ont interprété des choses sans avoir même avant demandé ce qui se passait avec Galliano. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais bien ton travail à la Fashion Week, tu vas voir ensuite le créateur, tu lui demandes un peu ce qui lui est passé dans la tête, etc. Il y en a, ils le faisaient pas à l'époque parce que là, ils le font toujours pas aujourd'hui. Ils le font toujours pas aujourd'hui. Je pense que c'était une réaction à chaud c'est ça. Et pas une réaction à froid. Comme je dis, je pense que c'est parce que c'était chez Dior. Margiela le faisait déjà chez lui et personne n'a fait de scandale. Oui, parce qu'en fait, Margiela, il avait une intention directe qui était totalement différente. Enfin, une volonté d'interprétation qui était différente. C'était pas une grande marque, tu vois. Non, mais même dans sa volonté d'interpréter les choses, Margiela, il était quand même vachement différent de Galliano. Oui, évidemment, parce que Galliano, il mettait la théâtralité, tu vois. Donc forcément, tu te dis, donc s'il y a théâtralité, forcément, les gens, ils voient tout de suite, ça veut dire que tu te moques. N'hésitez pas à nous dire. Ouais, n'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que l'intention artistique est extrêmement intéressante. Est-ce que l'exécution derrière était forcément bien faite, bien exécutée et tout? Est-ce que c'était vraiment l'endroit pour le faire? Enfin, il y a plein de questions qu'on peut soulever. Lisez le livre de Dana Thomas. Véritablement, lisez ce livre. Je vais en reparler tout à l'heure, mais lisez absolument ce livre. C'est extrêmement important pour comprendre beaucoup de choses sur la mode. Surtout si vous êtes contre Galliano et McQueen. Et ce qui est entendable, attention. Au moins, si vous êtes contre Galliano, vous comprendrez. Et il y a même plein de choses que vous comprendrez sur la mode d'aujourd'hui. C'est à moi. On part sur quelque chose d'un peu plus doux. Oliviero Toscani pour Benetton. Dans les années 80, la marque italienne Benetton décide de se démarquer radicalement de l'univers concurrentiel de la mode grâce à la publicité. Une publicité innovante, audacieuse. Et pour cela, ils ont fait appel à Oliviero. Donc c'est un photographe italien qui est réputé pour son talent à capturer des images fortes et souvent choquantes. Oliviero ne se contente pas juste de vendre des vêtements. Il va transformer la publicité en un moyen d'expression engagé et militant. Et surtout, forcément, polémique. Sa mission, c'est vraiment de créer des campagnes qui vont interpeller, qui vont questionner sur les mentalités et qui vont être un outil de critique sociale. Et c'est en 84 qu'il lance la campagne iconique United Color of Benetton, que vous connaissez, je pense tous, montrant un groupe d'enfants de différentes ethnies, souriant ensemble, vêtus de leur fameux pull coloré iconique, Benetton. Et c'est un message d'intégration et de diversité qui est quand même assez fort, qui a un succès du public aussi, mais qui est un prélude des campagnes encore plus provocantes que celle-ci. Et il va présenter des images et des histoires en publicité de plus en plus protestataires, si je peux dire ça comme ça. Engagées, polémiques. C'est ça, voilà. On va avoir une mère noire allaitant un enfant blanc. Donc ça défiait littéralement tous les préjugés raciaux, si je peux dire ça comme ça, de l'époque, puis même d'aujourd'hui. On avait aussi, si je dis pas de bêtises, mais il y avait une pub avec deux hommes qu'on suppose homosexuels et un landau, justement l'idée de pouvoir être parent et homosexuel.
homosexuel. Et c'est vraiment avant-gardiste pour l'époque, parce qu'on est vraiment pas... c'est avant mariage pour tous. Là, on est en 84, donc... Voilà. Donc, faut se rendre compte à quel point c'est précurseur, ce type de campagne. En fait, c'est pas que ça a fait scandale en mode il a fait de la merde. Non. C'est que ça a fait scandale parce que pour l'époque, c'était des choses qui n'étaient pas du tout acceptées. On ne devait pas le dire, on ne devait pas le voir. Voilà, le racisme était encore extrêmement présent à l'époque, qui est encore le cas aujourd'hui. Oui. L'homophobie aussi, le rejet des personnes étant séropositives ou ayant séropositives, ayant le VIH. Je crois qu'on appelle plus ça le VIH, non ? Je sais plus. Il y avait beaucoup de stigmas autour de ça, rejetant l'homosexualité, rejetant énormément de choses. Et lui arrive et il fait de la pub de mode où il balance des trucs comme ça qui vont totalement à l'encontre des sociétés, encore plus une société italienne. C'est ça qui a fait scandale plus que vraiment l'idée qu'il aurait fait quelque chose d'horrible, quoi. En parlant du sida, on a un portrait très poignant de David Kirby, qui est un homme mourant du sida dans son lit d'hôpital, entouré de sa famille, donc une image très humaine, une image humanisante à une époque où la maladie était très stigmatisée et c'était très compliqué à montrer, à parler. Déjà, on comprenait pas ce que c'était le VIH, on comprenait pas comment ça se manifestait, comment ça se transmettait, comment voilà. Et en plus de ça, on associait ça à l'homosexualité. Ouais. Et du coup, il y avait ce double stigma d'une maladie qui tue et qu'on ne comprend pas, donc la peur de l'inconnu, et l'homosexualité qui était un tabou complexe. Ouais. Et donc, il y avait ce double tabou où représenter ça, que ce soit dans l'art, dans la publicité, dans quoi que ce soit, c'était véritablement perçu comme quelque chose de pas normal. Ça normalisait entre guillemets l'homosexualité et il y avait tout ce rapport à la maladie aussi. Donc bien évidemment toutes ces pubs choquent les conservateurs, ça déclenche des tempêtes médiatiques sans fin. Il y en a plusieurs plusieurs de ces campagnes sont censurées dans des pays que c'est jugé trop choquant, déplacé, trop explicite pour des médias dits conventionnels ou traditionnels. Pour Toscani, cette controverse c'est vraiment un succès. Il donne à la marque vraiment une visibilité sans précédent. Il a vraiment presque pas à faire la publicité en fait de la marque. Ouais, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Il considère le rôle de la pub n'étant pas comme quelque chose pour vendre, mais pour éduquer et interpeller. Son travail, forcément, a bouleversé les médias, a bouleversé comment on prenait la photographie, comment on faisait la pub. Ça a ouvert vraiment la voie, la communication visuelle à quelque chose d'audacieux et de social. On en aurait bien besoin aujourd'hui. On en aurait vraiment bien besoin. C'est un scandale parce que ça a fait scandale, mais c'est pas un scandale. Les scandales ne sont pas forcément... C'est comme les critiques, elles sont pas forcément mauvaises. N'hésitez pas, les gens de la mode, c'est pas parce qu'une critique, critique, je sais pas si vous connaissez trop. Je vous mettrai une définition, les gens de la mode, si jamais vous avez besoin du mot critique, parce que j'ai compris que c'était un petit peu compliqué pour vous, que ça vous faisait très peur comme mot, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de définition. Il y a un outil qu'on a mis en place qui s'appelle le dictionnaire. N'hésitez pas à consulter, ça peut être sympa si jamais il y a des mots avec lesquels vous avez des difficultés. Même Wikipédia, c'est pas mal Wikipédia. De toute façon, quand on voit leurs critiques, on se demande d'où elles sont tirées. Puis moi, je vais enchaîner sur LVMH, parce qu'on parle de critique. Allez. Je vais enchaîner sur un scandale qui est assez récent, qui est le scandale LVMH et Bernard Squarcini en 2024, donc tout récent. Un scandale majeur secoue le groupe LVMH et ses liens avec le monde du renseignement français. L'ancien patron du renseignement français, Bernard Squarcini, est au centre d'une procédure judiciaire pour espionnage et surveillance illégale avec des faits remontant de 2008 à 2016. Donc, entre 2008 et 2012, Bernard Squarcini, alors directeur du renseignement intérieur français, la DCRI, a utilisé des moyens de l'État pour mener des opérations de surveillance illégale au profit d'intérêts privés. Vous aurez compris au profit de qui? Notamment du groupe LVMH et de son PDG Bernard Arnault. L'une des opérations les plus notoires concerne la traque d'un maître chanteur qui menaçait Bernard Arnault avec des photos compromettantes. Après avoir quitté la DCRI en 2012, Squarcini fonde une société de conseil et continue entre 2013 et 2016 à organiser un système de surveillance illégale contre des critiques de LVMH, dont le journaliste et député François Ruffin. Les accusations incluent trafic d'influence, détournement de fonds publics, violation du secret professionnel et compromission du secret de la défense nationale.
Rien que ça, un beau cadeau pour LVMH. C'est mignon tout plein. Bernard Squacchini a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et à des interdictions professionnelles. LVMH, quant à eux, ont évité un procès en acceptant en 2021 de payer une petite amende de 10 millions d'euros, ce qui n'est absolument rien pour le groupe, sachez-le. Surtout quand t'as une exonération fiscale de plus de 100 milliards d'euros. Dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, et Bernard Arnault a été entendu comme témoin dans le procès et s'est défendu d'avoir quelconque lien dans cette affaire. Sachez que votre argent est utilisé pour que LVMH puisse continuer à asseoir son empire. Se fout de la gueule du monde. Et Bernard Arnault qui vient pleurer à la télé. Je paie trop d'impôts, je paie trop de taxes. Et il utilise la DCRI pour se faire encore plus de fric. Les maisons qui appartiennent au groupe LVMH devraient avoir un regard critique sur le groupe sur lequel elle appartient. J'arrive à avoir moi-même un regard critique sur moi. Et il y a un regard critique sur vous. N'est-ce pas Bernard? Un duo de Bernard, quoi. Ouais. Faites attention au Bernard dans votre entourage. Allez, à moi. Moi, c'est le dernier. C'est mignon. Burberry qui brûle ses affaires. Ah bah, c'est tellement mignon. Non, alors qu'est-ce qui s'est passé? 2018. Burberry a brûlé pour plus de 28,6 millions de livres de marchandises. Ça va, c'est rien. Donc, c'est les invendus au cours de l'année fiscale pour protéger la marque afin d'éviter que les produits non vendus soient revendus à prix bas ou alors copiés, qui incluait forcément donc des vêtements, des accessoires. L'année précédente, ils avaient déjà détruit 26,9 millions de livres de vêtements. Bon, voilà. Ça fait 50 millions, mais c'est pas grave. En réponse aux critiques, Burberry nous a dit que c'était pour brûler ses invendus, qu'il cherchait actuellement d'autres méthodes. Avant, ils pouvaient pas. Ils viennent de découvrir l'écologie. Ils viennent de découvrir qu'il y avait un problème environnemental avec ça. Mais que aujourd'hui, de toute façon, c'était avec le violeur. Donc maintenant, ils ont dit qu'ils allaient utiliser d'autres méthodes. Donc réutiliser, recycler, donner, réparer. Les questions de la protection de la nature, c'est quand même Saint François d'Assise au Moyen-Âge. Mais au niveau de l'impact environnemental, évidemment, ça a fait beaucoup de scandales. On brûle déjà des produits de luxe. Donc déjà, d'un point de vue éthique, on est là en mode on brûle pas des vêtements et encore moins des vêtements qui sont en plus dans en bon état et qui sont dans des matières dites nobles. Ça contribue à la pollution, au gaspillage, à la surconsommation. Et il y a des critiques venant de beaucoup d'ONG, mais de toute façon Burberry est en gros déclin. Riccardo Tisci avait sauvé Burberry et puis il l'a fait couler. De toute façon, ça fait partie des maisons que ça y est, ferme la porte, c'est ça, et va t'asseoir. Forcément, l'image de marque elle est prise d'assaut. Il y a quand même toute cette image de marque qui a forcément été descendue. Et la question de la crédibilité aussi. Exactement. Thomas Burberry est mort. On peut arrêter déjà de mettre TB maintenant et on peut arrêter s'il vous plaît de et on peut arrêter Burberry. La Burberry, la maison, genre. On en écrira un livre. Historiquement, elle est importante, y a pas de souci. C'est comme Dior. Ouais. L'Europiana. Arrêtez. Il y a plein de jeunes créateurs qui arrivent. Fermez les portes des anciennes là et on ouvre de nouveaux trucs. On les garde dans des trucs historiques. Voilà, les musées, ça sert à ça. C'est ça. Voilà. Par contre, faites-nous vivre Mugler, Alexander. Non, mais je pense que c'est plus possible. Il y a des maisons qui doivent vraiment fermer. J'ai regardé les défilés de Mugler. C'est horrible. Bah vas-y, je vais conclure. Conclue. Avec une belle conclusion. Je vais parler de John Galliano en 2011. Là, ça va susciter une grosse controverse dans les commentaires. Ouais. En février 2011, John Galliano, qui est à ce moment directeur artistique de la grande maison Dior, qui appartient à LVMH, est filmé dans un café parisien, prononçant des propos antisémites et racistes choquants, qu'on dénonce énormément. Oui. On les dénonce. Oui, quand même. Voilà. Merci. Je tiens à positionner quand même. Je pensais pas que t'allais les dire, mais c'était logique. Non, mais... Parce que comme on a parlé de Galliano avant, j'ai pas envie que les gens pensent que voilà. Ah oui, non, on dénonce, on complètement condamne ces comportements-là et ces propos-là. Of course. Donc il prolifère des insultes violentes à l'encontre d'un couple que je ne vais pas restituer ici, évidemment. Ces images déclenchent alors une tollée mondiale. La maison Dior suspend immédiatement Galliano avant de le licencier quelques semaines plus tard, qualifiant son comportement
d'intolérable. Au procès qui a suivi tout cet événement médiatique, Galliano a avoué souffrir d'une triple addiction, donc alcool, somnifères et Valium. Ces dépendances qui s'inscrivent dans un contexte personnel extrêmement particulier, perte de son père, celle de son meilleur ami, qui l'ont plongé dans une détresse psychologique qui a été constatée et qui était constatable. Encore une fois, elle disait Dieu est roi de Dana Thomas. Vous aurez les réponses à absolument tout. Elle l'explique, elle l'a interviewé, elle l'a suivi pendant très longtemps. C'est une proche. Alors, c'était pas amie, mais elle a beaucoup suivi Galliano dans sa carrière. Il se décrit d'ailleurs lui-même dans un état d'abandon total. Il finissait de toute façon par perdre complètement le contrôle de tout. Poser des questions à tous les gens qui travaillaient avec lui à l'époque, ça se voyait. Il exprime des regrets sincères vis-à-vis de ce qui s'est passé. Il explique, attention, encore une fois, là on va expliquer, mais on ne justifie pas ce qui a été dit, c'est pas justifiable, mais on explique comment est-ce qu'on en est venu là. Il explique ce comportement comme étant celui d'un homme détruit, proche du gouffre psychiatrique. Le livre Dieu est roi de Dana Thomas propose une lecture approfondie de ce qui s'est passé, puisque au-delà de l'image médiatique de l'événement, l'auteur montre Galliano comme une figure écrasé par les exigences extrêmes du milieu. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il avait Dior homme, Dior femme, Dior haute couture et Galliano à sa charge. Au tout début, d'ailleurs, quand il reprend Dior, il a Dior et Givenchy, avec un rythme infernal, une pression constante pour l'excellence et l'innovation, qu'on est dans la création artistique pour le coup avec Galliano, et l'absence quasi totale, si ce n'est inexistant, d'accompagnement psychologique adapté. Galliano était depuis longtemps connu dans son entourage personnel et professionnel pour ses excès et ses dérapages liés à l'alcool et la drogue. Ces signaux n'ont jamais suscité d'intervention institutionnelle suffisante. C'est notamment là qu'on peut engager la responsabilité du groupe LVMH et de la maison Dior. Ça prend tout son poids. Le groupe était au courant et possédait toutes les clés pour accompagner le directeur dans ces problèmes-là. Mais ils se sont essentiellement penchés sur la gestion de l'image publique de la marque et du créateur. Il faut savoir d'ailleurs que Bernard Arnault n'avait pas peur des scandales de Galliano et au contraire en prenait beaucoup de plaisir, puisque à l'époque c'était la politique du bad buzz est un buzz quand même, et donc du coup ça l'arrangeait que Galliano fasse du bad buzz, puisque on parlait forcément de Galliano, et si on parlait de Galliano, on parlait de Dior, si on parlait de Dior, on parlait de LVMH, et donc on parlait de Bernard, qui se faisait un fric monstre là-dessus. Lui sombrait de plus en plus dans ses addictions, on le retrouve véritablement dans le livre, ça se ressent, on voit la dégradation petit à petit du personnage. Le système donc fermait les yeux et protégeait véritablement son joyau commercial, donc il y avait l'idée que comme c'était une poule aux œufs d'or, fallait faire en sorte qu'elle continue à produire, et une fois qu'elle ne pouvait plus produire, on lui coupait la tête et elle dégageait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce silence et cette absence d'aide concrète et d'interpellation sérieuse sur la santé mentale du couturier témoignent d'un véritable abandon institutionnel. Un abandon qu'on constate encore aujourd'hui, parce qu'on prend très peu en compte la santé mentale des créateurs et des gens qui travaillent globalement dans la mode. On a des rythmes qui sont aussi de plus en plus effrénés, on repousse constamment la créativité et tout ça, donc on a vraiment quelque chose d'écrasant dans la mode qui pose problème. On a véritablement une déconsidération de l'humain dans l'industrie de la mode. J'utilise aussi ce truc-là pour dénoncer un petit peu ce qui se passe dans l'industrie. Le groupe a privilégié un nettoyage d'image de marque. Il a été exclu du système qui l'avait exploité, et cette affaire choque car elle illustre de manière extrême les conditions d'un milieu à la fois créatif, élitiste et impitoyable. Elle révèle un univers, je le disais, où la santé mentale des artistes est complètement ignorée et où la réussite commerciale a davantage d'importance que l'humain. Et le point le plus alarmant selon moi dans cette histoire, bien qu'encore une fois on condamne fortement les propos qui ont pu être tenus et les actes qui ont pu être faits, c'est véritablement la complicité tacite du groupe LVMH et de la maison Dior, qui se sont complètement dédouanés de tout, qui, bien qu'avertis justement des problèmes du créateur, n'ont jamais rien fait pour lui venir en aide. Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération, et si vous lisez le livre, vous le comprendrez et vous le verrez véritablement. Ce qui s'est passé, c'est pas juste le fait d'une personne, c'est pas juste, voilà. Oui, les propos sont problématiques, oui, il faut les condamner,
oui, il n'aurait jamais dû tenir ce genre de propos, c'est inadmissible, mais recontextualiser le truc de Bernard Arnault, quoi. Ouais, ce mec, en fait, juste ce mec Bernard, était au centre de la merde dans la mode. Tout le temps. Voilà, ce chaque mec, fois. c'est vraiment la bouse de la mode. Dites-vous, quand il y avait un scandale à propos d'LVMH, c'est à cause de Bernard. Mais tout le temps. À même chaque un scandale fois. dans la mode. Oui, je veux dire, c'est Bernard. La merde dans la mode, que ce soit avant ou aujourd'hui, tout part de lui. Personne ne fait rien. Les gens restent les bras ballants. Personne ne condamne ce groupe-là et ce type-là. C'est pour ça que je voulais souligner c'est aussi. C'est le meilleur ami de Macron. Oui, bah moi j'ai pas de meilleur ami dans la vie. Tu vois. Moi de toute façon j'ai déjà eu ma sauce sur Galliano donc. Eric aussi. On a toutes les trois. Ouais, voilà. Bah, vous tapez Youn, Eric ou Maverick. Toi aussi non sur Non, moi j'ai pas. Pas encore. Bon, bah, je le fais là. J'espère que ce petit épisode sur les scandales dans le milieu de la mode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des scandales qui vous turlupinent dans la tête. Peut-être qu'on a d'autres scandales en réserve et qu'on... Il y en a plein des scandales. Peut-être qu'on refera un épisode de scandale si jamais on a de quoi vous... On mettra Olivia Pope en miniature. En miniature, ah ouais. Scandale. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, écoutez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche des notifications, etc. Voilà, les youtubeurs. Vous laissez TikTok, Instagram en description, n'hésitez pas à nous texte. Exactement. Allez voir toutes les bêtises qu'on fait. Puis bah on vous fait des bisous quoi. Ouais, on vous fait des bisous. Nous c'est la 4e vidéo qu'on tourne aujourd'hui. La 3e. Guys, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. À la semaine prochaine, à bientôt sur les